Des opérateurs particulièrement nerveux, des mouvements extrêmement violents sur les métaux précieux, le tout au cœur d'une saison de publication compliquée. Bienvenue dans Wall Street Hebdo, nous allons bien trouver des points de repère dans cette séquence compliquée. Merci à toutes et à tous de liker et de partager ce contenu. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, de bien sûr nous faire part de vos commentaires dans le suivi de cette vidéo et de nous poser vos questions si vous en avez. Au programme cette semaine, on va bien sûr regarder le calendrier comme toujours, on va zoomer pour voir les enjeux graphiques et techniques sur le S&P, on va revenir sur des publications de la semaine dernière, je pense notamment à celle de Microsoft qui donne quand même des éléments intéressants et importants à court, moyen et long terme, et puis on va s'intéresser aux publications à venir, essayer de détecter les intérêts et le comportement des opérateurs en amont de ces publications, et puis ce qu'il faudra en retirer en fonction du comportement. Et puis bien sûr, on va aller zoomer sur l'or et l'argent pour lesquels il y a eu des mouvements extrêmement importants et puis qui feront l'objet du cas d'école de cette semaine. Alors, avant le calendrier, je vous rappelle que nous serons présents au 27e salon de l'analyse graphique et technique à Paris, le vendredi 27 mars. On sera sur le stand du CBOE, donc l'atelier des options, qui sera présent ici. Pensez à vous abonner à notre newsletter pour connaître le programme des différents événements auxquels nous participons, et puis création de sessions de formation. On a recréé une session de formation à Paris au cours de cette séquence de fin mars, et elle est déjà pleine, donc on va peut-être voir si on peut en créer d'autres rapidement. Tenez-vous informés en vous abonnant à la newsletter. Pour le programme de la semaine, un calendrier qui va être intéressant, toujours macro, peut-être en second plan, même si on va avoir dès aujourd'hui, lundi, des PMI, mais dans le secteur manufacturier, dont celui de l'ISM. Ça va être une semaine sous le signe de l'emploi à Wall Street, avec toujours la même séquence. L'emploi Jolts mardi, mercredi, l'enquête ADP, l'enquête privée, et puis surtout vendredi, les NFP, Non-Farm Payrolls. Donc ça va être le gros chiffre à surveiller cette semaine. En attendant, on aura aussi beaucoup de publications microéconomiques, avec à commencer dès aujourd'hui par Palantir, puis Walt Disney. Mardi, on aura AMD, Merck et Pfizer. Mercredi, Alphabet, Eli Lilly, Novo Nordisk. Et jeudi, Amazon. Vous avez les couleurs qui indiquent les ratios put-call sur chaque titre. Quand c'est vert, c'est que les opérateurs sont particulièrement prudents. Quand c'est jaune, eh bien qu'ils le sont un peu moins. Orange, ils sont un peu complaisants, et rouge, ils sont carrément optimistes. Vous le voyez ici, vous avez la synthèse. On va zoomer sur quelques-unes des publications qui me paraissent les plus intéressantes dans ce calendrier. Mais avant tout, on va commencer par aller jeter un œil du côté du S&P, graphique mensuel, puisque on vient de clôturer le mois de janvier, qui s'est soldé finalement avec pas mal de volatilité par une hausse. On est en progression sur le mois de janvier de 1,37% sur le S&P, mais dans une bougie qui confirme ce qu'on avait pressenti depuis le mois de novembre maintenant. Ce gros pendu du mois de novembre, bougie d'indécision, petit corps et grande mèche au mois de décembre, et puis on a un corps un peu plus large, mais toujours pas mal d'indécision au mois de janvier. On est quand même allé tester notre cible à 7001 points de façon assez parfaite la semaine dernière. On sait que c'est un gros plafond de verre, et on va zoomer au fur et à mesure sur les enjeux de ce côté-là. Alors, l'élément graphique, toujours, c'est 6920 points. On l'a préservé la semaine dernière difficilement. On est en train d'ouvrir en dessous, aux alentours de 6880 en ce début de semaine. Donc on a du mal à s'extraire du niveau de 6920 points. Ce serait la deuxième fausse sortie par le haut pour aller chercher cette zone 7001 et pourquoi pas 7106. Mais on a identifié, on vous l'a dit avec Paul depuis longtemps, que ce niveau est un gros plafond de verre. Encore une fois, s'il passe, bien il peut y avoir des accélérations brutales. Mais pour l'instant, c'est un rejet, et un rejet qui a été franc et massif en fin de semaine dernière encore. On a toujours cette oblique baissière, alors je voulais vous la montrer en mensuel ici, des enjeux de long terme qui se sont matérialisés maintenant, puisqu'on a 3 points de chaque côté. Alors quand on dézoome beaucoup, vous vous souvenez en bleu ce canal haussier de long terme, je vais supprimer l'oblique noire pour pas polluer, ce canal haussier de long terme, on est en train de s'appuyer et de tenter de le déborder par le haut. Attention à la rupture de ce niveau. Pour le mois de février, ça donne le niveau de 6810 points. On est encore au-dessus pour l'instant, et si en revanche on zoome et qu'on regarde de plus près, on voit que en mensuel,
On a un biseau qui est peut-être en train de se former avec le point bas testé ici en juin dernier, le point bas du mois de novembre et le point bas du mois de janvier. Donc une ligne de tendance haussière de long terme qui est bien visible ici et dont la préservation et l'enjeu va être particulièrement important. À la hausse et au-dessus, on a cet oblique qui capte pour l'instant l'indice S&P systématiquement depuis le mois d'octobre, ici, non testé en novembre, mais testé en décembre, et non, ça a été le point haut au mois de janvier. Donc un biseau, attention, un biseau c'est souvent un signe d'épuisement dans la tendance, malheureusement, c'est pas une figure très fiable, elle peut être débordée, mais ça donne des points de repère qui sont intéressants. On l'a exprimé beaucoup, hein, je vous en ai parlé souvent ces derniers temps, des marchés creux, donc susceptibles de voir des décalages dans le vide importants. Ça veut dire que les gros opérateurs sont en retrait dans ce marché, ne prennent pas beaucoup d'initiatives, et que donc quand on a des éléments qui peuvent entraîner des décalages, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais ils sont un peu plus importants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se manifesteront pas et qu'ils ne reviendront pas chercher de l'intérêt, mais pour l'instant, on peut en douter un peu, et on voit des marchés qui sont quand même assez violents, des comportements sur des publications qui sont des sanctions plus que des succès dans l'immédiat, et donc on a peut-être aussi toujours en mire cette phase de distribution qu'on évoque ensemble depuis le mois de novembre dernier, des gros acteurs qui sortiraient de la tech américaine, et pour l'instant, c'est le scénario le plus probable, même si rien n'est validé. Donc les enjeux restent les mêmes graphiquement, 7001 le plafond de verre pour réactiver la dynamique haussière, 6920 pour du mieux, mais pour l'instant c'est en balance et ça fait plusieurs séances, plusieurs semaines même qu'on n'arrive pas à se réinstaller franchement au-dessus. Le premier niveau important cette semaine, ça va être la zone 6800-820, les futurs ont réagi un petit peu au-delà en ce début de semaine, donc c'est plutôt pas mal, en tout cas on préserve ce niveau-là à surveiller. Retour en dessous, c'est la zone 6715-6734, là c'est l'alerte de court terme, et puis je vous rappelle que l'alerte de moyen terme, elle est située à 6550, donc on a encore de la marge pour consolider avant de s'inquiéter vraiment, mais pour l'instant les messages ne sont pas très positifs. J'ai voulu zoomer avec vous en termes d'intérêt, puisque si sur la semaine on a été en progression légèrement de 0,34%, j'ai essayé de décomposer l'intérêt des opérateurs dans cette séquence. Alors ce que vous voyez affiché en pourcentage, c'est la lecture de la position ouverte sur les futurs. Elle a augmenté tous les jours, sauf qu'elle a augmenté dans un mouvement de hausse lundi et mardi, et qu'en revanche, mercredi, jeudi et vendredi, elle a augmenté aussi, dans des proportions modestes, mais donc ce qui pourrait être le terrain d'un contre-pied. Alors difficile compte tenu de la volatilité en séance, notamment dans la séance de jeudi, avec cette baisse marquée et puis ce rebond tout aussi important, de savoir dans quel sens l'intérêt est ouvert, mais attention à ce qu'on n'assiste pas à un retour des vendeurs dans une séquence qui est compliquée, avec donc 0,48% de hausse le mercredi, 0,26 puis 0,32 jeudi et vendredi, donc des opérateurs qui peut-être sont en train de créer des positions baissières. Alors l'ampleur de la position ouverte est modeste, mais on peut envisager que si des acteurs voulaient se positionner à la baisse, eh bien ils pourraient le faire à partir de ces niveaux-là, et on a aussi comme élément complémentaire un aspect technique. Il y a eu de la volatilité dans le marché, donc des opérateurs qui sont susceptibles de se couvrir tout simplement. C'est peut-être pas forcément des stratégies baissières. Reste que, si on avait retrouvé de l'intérêt en ce début de semaine dernière avec 0,68% de hausse, eh bien on est revenu sur ce niveau-là avec de la position ouverte en hausse aussi. Donc grosse bataille entre acheteurs et vendeurs, et c'est pour l'instant compliqué de savoir qui va gagner. On peut dire que le ratio put-call reste à 0,83. C'est quasiment le même ratio que la semaine dernière, que ces mouvements de stress n'ont pas inquiété plus que ça les opérateurs, puisqu'ils sont de la même façon couverts qu'ils l'étaient la semaine précédente. Donc pas de complaisance, mais pas non plus d'inquiétude, même malgré les mouvements brutaux qu'on a connus ici. Encore une fois, pour l'instant, ce qu'on en sait, c'est que ce sont les opérateurs qui sont en retrait, qui ne prennent pas d'initiative, et qu'ils attendent d'y voir plus clair avant de commencer à se décider. Pour l'instant, ça laisse des mouvements brutaux à la baisse, mais pas de mouvements plus violents que ça. Je voulais revenir sur Microsoft. On avait indiqué un ratio put-call la semaine dernière qui était relativement équilibré, aux alentours de 1, et qui nous laissait à penser qu'il n'y avait pas d'extrême sur Microsoft, sauf qu'on avait cette structure de retournement en double top, parfaite graphiquement, avec un top formé en juillet et un top formé en octobre, double sommet avec la ligne de coup ici, qui avait bien été testée, sur laquelle on avait formé un pullback avant de repartir à la baisse. Or regardez, la cible idéale du mouvement, c'était 430, 429, 60, en dupliquant cette zone de prix. Donc la zone 491,40, 553,80, 491,40 par le bas donnait cette zone de cible. Or, regardez, Microsoft qui avait quand même pas mal rebondi la semaine dernière,
eh bien, à accélérer pour aller chercher et clôturer pile sur la cible idéale de ce mouvement de retournement. Donc ça nous donne beaucoup d'éléments intéressants. D'une part, eh bien, on a des figures de retournement long terme. D'autre part, on est allé chercher les cibles et on s'est arrêté pour l'instant sur ces cibles, même si en préouverture, pour l'instant, on serait peut-être un peu en train d'ouvrir en dessous. Donc, eh bien, un mouvement, une dynamique qui est clairement cassée. Une publication de Microsoft qui, on peut le dire, n'était pas mauvaise, au contraire, mais une sanction qui est quand même historique pour le titre. Un mouvement qui reste pour l'instant graphique et techniquement très propre. Donc, on a des éléments pour et contre aussi dans cette séquence-là, mais on est peut-être allé voir des cibles à court terme, en tout cas c'est ce que suggère la réaction de fin de semaine. Maintenant, les cibles graphiques, on sait que ce sont des cibles idéales, et c'est la réaction autour de ce niveau-là, donc Microsoft va être pour nous un point de repère important, entre 414 et 430, on peut continuer à consolider un peu, il ne faut pas repasser sous ces niveaux-là, sinon le mouvement est considéré comme un retournement de plus long terme, beaucoup plus important pour le titre, hein. Si je dézoome, une des pires séances de son histoire quand même, avec une publication qui ne nécessitait pas une telle réaction, au contraire, donc des opérateurs qui sont peut-être en train de distribuer du papier à Wall Street, et donc cet enjeu de préserver ces niveaux-là ou de réintégrer. Donc si on réintègre 430, et puis surtout 445, on peut repartir à la hausse sur Microsoft, ça peut donner un signal de rebond de court terme sur la tech américaine, mais pour l'instant, c'est quand même très dégradé, et le signal est majoritairement baissier, donc voilà des éléments importants. Intéressant de regarder ce titre aussi, puisque eh bien, le secteur des énergies renouvelables, hein, puisque c'est l'acteur majeur des énergies renouvelables à Wall Street, est en train de s'installer un cran plus haut, de déborder un gros niveau de résistance, même s'il y a de la volatilité, et pour l'instant c'est du mieux de ce côté-là, donc peut-être encore un potentiel haussier sur des secteurs bien ciblés sur les marchés américains, même si la tech en prend un coup, c'est pour ça que je voulais revenir sur ce titre rapidement. Autre titre sur lequel on vous avait indiqué un ratio put-call particulièrement complaisant, c'était Boeing avec un ratio put-call de 0,2. La publication et la complaisance nous avaient incité à être prudents, et effectivement sur la semaine le titre a plongé de 7%. Alors après là on est en train de revenir sur des niveaux, donc pour des opérateurs plus enthousiastes sur le titre, on a un niveau clé ici qui est cet oblique formé par les points hauts du mois de décembre 2023 et du mois de juillet 2025. On est revenu peut-être sur cette structure, s'appuyer pour l'instant. Alors on n'a pas de figure de retournement, mais pour un opérateur de long terme qui considère qu'on va pouvoir s'extraire du grand range et qu'il y a du mieux pour ce titre enfin, donc à 260,50 pour aller pourquoi pas dupliquer ce large range 121-260 et aller réactiver une dynamique haussière, peut-être du mieux de ce côté-là, et des points d'entrée qui peuvent être à nouveau intéressants pour Boeing, donc à surveiller. Voilà, autre titre sur lequel eh bien, le comportement était un peu différent, même si le ratio put-call nous a été utile ici une fois encore, c'est ExxonMobil qui au moment de sa publication a bien baissé, ratio put-call qui était hyper optimiste aussi, hein, particulièrement optimiste, mais un secteur fort avec le pétrole en hausse notamment en ce moment, et donc eh bien un mouvement de baisse au moment de la publication qui permettait de créer une stratégie de très court terme, mais un mouvement de 2% environ à exploiter à court terme, et puis un petit signal de prudence, de temporisation sur un titre qui donne quand même des signes de force à moyen et long terme, même s'il a beaucoup progressé récemment. Et encore une fois, ce ratio put-call qui nous a évité eh bien, de prendre un contre-pied au moment de la publication, et puis pour retrouver peut-être des points d'entrée intéressants. Donc tant qu'on est au-delà de 133,62, 149,80, attention en dessous, on pourrait invalider cette sortie par le haut. Beaucoup d'incertitudes dans ce marché pour l'instant, donc encore une fois, pas d'urgence à prendre des décisions. Voilà pour les quelques publications de la semaine dernière qui nous paraissent intéressantes en termes de comportement sur le marché, donc un peu lourd du côté de la tech, peut-être des choses plus intéressantes par ailleurs. Cette semaine, on a Palantir qui va publier. Alors Palantir, c'est le cas d'école, le cas de figure compliqué. Palantir, c'est un message graphique négatif depuis plusieurs mois maintenant. Au mois de novembre, avalement baissier en mensuel, rebond, on bute contre le niveau de résistance, on repart à la baisse, et puis quand on zoome en hebdomadaire, on a cette structure de retournement en épaule-tête-épaule, hein, qui est vraiment propre graphiquement, épaule tête et épaule ici, et un titre qui a rompu la semaine dernière la ligne de coup de cette structure. Mais nous avons un ratio put-call de 2,18, ce qui indique beaucoup de prudence de la part des opérateurs, et donc un consensus qui est cette fois-ci plutôt négatif avant la publication de Palantir. Alors, on est entre deux eaux, structure de retournement et puis ratio prudent, c'est pas complètement antinomique, et donc il va falloir regarder comment on peut l'aborder. Ce qui comptera le plus, c'est par définition évidemment la publication elle-même.
L'aspect graphique est à mon sens déterminant, mais ces structures de retournement peuvent être invalidées, et on sait que l'épaule tête-épaule est une structure qui est relativement peu fiable, même si pour l'instant on l'a validée et avec du volume dans le mouvement de baisse. Donc ça lui donne plus de poids et plus de probabilité d'être valable, puisqu'on a attaqué cette épaule droite avec notamment du volume important. Donc prudence, la cible idéale de cette figure, c'est la duplication du mouvement déjà entamé au niveau de la rupture de la ligne de coup. Donc on a en mire sur Palantir cette cible graphique qui nous renvoie entre 84,40 et 95,90, cible idéale située à 90,70. Reste qu'à court terme, effectivement, il peut y avoir un peu de contre-pied au moment de la publication, lié à ce ratio put-call. Or, on peut tout à fait envisager que le titre aille rebondir un peu, et former ce qu'on appelle un pullback, donc ça allait se rappuyer sur la ligne de coup de la figure, donc dans une zone située entre, pour la semaine, 152,40 et 155,40, donc des mouvements de rebond de 4 à 6%, qui pourraient être le terrain de contre-pied, mais aussi des terrains pour se repositionner à la baisse, si on estime que le marché a un potentiel baissier, et si on estime que cette figure graphique doit l'emporter sur le reste du consensus. Vous connaissez mon point de vue sur les marchés cette année, je suis très prudent sur la tech américaine, et ça c'est un signal graphique de fragilité, même si encore une fois le ratio put-call nous incite à ne pas contrer trop à court terme ce mouvement. Encore une fois, c'est la publication qui en jugera. On peut être prudent et que la publication soit mauvaise et que les opérateurs vendent le titre rapidement sans throwback, sans pullback, mais pour l'instant c'est le scénario qu'on peut privilégier pour cette semaine, un mouvement de réaction positif qui prendra les opérateurs à contre-pied pour aller se réappuyer sur cette zone de prix selon le moment. Donc Palantir, un cas d'école important, et encore une fois, le comportement de Palantir nous en dira beaucoup sur le choix des opérateurs dans cette séquence compliquée. Autre publication importante cette semaine, c'est AMD. AMD, alors là, on a un cas un peu compliqué, puisqu'on n'a pas un ratio put-call qui est extrêmement marqué. Ratio put-call de 0,75, ça veut dire qu'on est en limite d'optimisme, on n'est plus du tout en complaisance avec des ratios à 0,30 ou aux alentours, ou en euphorie, mais on est quand même relativement optimiste, et puis on a sur AMD le même type de configuration qu'on a connu et qu'on vient de commenter sur Microsoft, c'est un possible double top, avec 2 fois le titre qui a buté à plus d'1,5 mois d'écart. Je rappelle que c'est un des critères importants pour valider le double top, sinon ce n'est pas cette structure-là, contrairement à ce qu'on entend souvent. Donc double top, 1,5 mois d'écart au moins entre les deux sommets. On peut tolérer que les niveaux et les points hauts ne soient pas strictement les mêmes, et en revanche, un sommet, retour sur un niveau de support bien préservé, réaction sur le même sommet et réactivation baissière ensuite. Or, on a un ratio put-call qui est relativement optimiste, et donc la possibilité, le risque d'être en présence aussi d'un double top, dont la ligne de coup se situe à 201. En plus, on rappelle que ce gap ouvert violemment au mois d'octobre dernier est resté partiellement incomblé, donc on a cette zone de gap qui est un terrain dangereux et glissant pour le titre si on venait à le retester. Donc sous 201, le risque c'est d'aller dupliquer cette zone de prix par le bas et d'aller chercher une zone cible qui est située entre 134,80 et 136,40. Donc un mouvement de baisse complémentaire qui peut se mettre en place avec un pivot aux alentours de 236-242. Pour l'instant, en préouverture, on sera en train d'ouvrir en dessous sur AMD. Donc prudence, le gros support à 223,40 sera le déterminant pour voir si on retourne chercher le bas du range. Donc AMD, un ratio put-call qui n'est pas à l'extrême, mais encore une fois, le ratio put-call n'est qu'un indicateur ponctuel du comportement des opérateurs, et surtout c'est la publication elle-même qui va l'emporter. Donc AMD aussi un benchmark qui va être très utile cette semaine. Alors après, on a voulu dézoomer et passer sur d'autres secteurs que la tech américaine, et on a Merck qui va publier cette semaine. Alors Merck, ratio put-call hyper complaisant, on est à 0,14. Le titre Merck évolue entre 105,20 et 112,50, un ratio qui, complaisant comme ça, nous incite bien entendu à la prudence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'option de vente, aucun opérateur n'est protégé sur le titre Merck qui a déjà connu un parcours haussier assez significatif depuis le mois d'avril-mai dernier, et donc une zone de prix qui va être le terrain de jeu, 105,20, 112,50, c'est donc à la baisse, retour au moins en direction de 98,20, et puis à la hausse, on poursuivrait en direction de 119,55, donc des niveaux importants à surveiller pour le titre, et un secteur qui va être important, puisque on sait que le secteur
en ce moment fait l'objet d'intérêt de la part des opérateurs. Donc zone de prix importante et un ratio put-call hyper optimiste sur Merck, prudence des opérateurs, même sur d'autres secteurs que la tech, se comportent de façon très optimiste. Autre valeur pharma, c'est Pfizer qui va publier cette semaine. On a un ratio put-call qui reste lui aussi très optimiste. On en avait parlé il y a quelques temps, le parcours haussier s'est mis mollement en place, on y voyait une opportunité, elle est relative. On a un titre qui évolue dans un range large, 22-32, 26-22, on a tenté plusieurs fois de déborder ce niveau, on s'est installé mollement en fin de mois au-delà de ce niveau de 26-22, on ouvrirait autour de ce niveau de support pour l'instant. La cible idéale c'est 30,14 pour le titre Pfizer qui a débordé l'oblique baissière formée par les points hauts des bougies mensuelles que vous avez ici en septembre 2023, juillet et août 2024, puis autour duquel on s'était articulé récemment, mais qui a fini par être débordé par le haut. Donc l'enjeu, ça va être de préserver 26-22 pour repartir à la hausse, mais attention au retour sous 26-22, nouveau faux signal, et dans ce cas-là, eh bien, invalidation et retour dans le range précédent. Donc Pfizer, encore une fois, entre deux eaux. Et puis, maintenant qu'on a nettement commenté les valeurs et les publications de cette semaine, on va faire un petit point sur les métaux, et on va quand même, avant ça, faire un point sur nos différentes stratégies. Je vous affiche à l'écran la synthèse des différentes stratégies. Stratégie gagnante, 35 sur 45 stratégies, 6 ont été perdantes, 4 sont en cours, et 41 ont été clôturées, dont le bull put spread sur IS, donc le futur S&P, qui est sorti gagnant la semaine dernière, qui avait été ouvert le 5 janvier par Paul. Donc encore une stratégie gagnante, et un pourcentage qui s'élève à 85,4% de stratégie gagnante dans cette séquence. On a toujours haussier avec le bull put spread sur Apple. On a l'Iron Condor qui est en cours sur le Silver. On avait effectivement bien détecté et évoqué ensemble des extrêmes sur l'argent qui bien nous incitait à nous positionner entre deux eaux, si je puis dire, avec une stratégie qui encadre l'argent. Le Bear Call Spread, stratégie qui est bien en contrepartie protéger cette séquence. Et puis on va ouvrir cette semaine un bull put spread sur l'or. Et avant de vous le montrer, on va aller faire un point graphique sur l'once d'argent, sur lequel j'ai réajusté les niveaux. Donc des mouvements monstrueux la semaine dernière sur un actif dont on sait qu'il est volatile, mais pour lequel on avait rarement vu des mouvements d'une telle amplitude, 64% de variation entre le point haut et le point bas de la semaine dernière, une once d'argent qui est donc a formé la semaine dernière un énorme avalement baissier, la bougie de la semaine dernière ayant complètement englobé celle de la semaine du 19 janvier, dans une amplitude évidemment gigantesque. Le niveau de support préservé c'est 71,70. Je rentre dans l'aspect technique et pas dans les polémiques liées autour du fait qu'il y aurait des manipulations de cours avec JP Morgan qui avait des positions baissières qui étaient parfaitement compensées à 76. Je vous laisse lire ça à droite ou à gauche, c'est pas les enjeux qui vont nous aider ou nous intéresser pour aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a réagi sur ce gros niveau de support à 71,70, qu'on est calé sous 79,91, et qu'en termes de comportement, quand on connaît un excès haussier, puis un mouvement de violence baissière pareil, il arrive souvent qu'on revienne à la moyenne et que la volatilité diminue un peu. C'est évidemment pas une martingale, mais ça peut donner des points de repère. Donc voilà les éléments graphiques et techniques à surveiller pour l'argent. On a donc pour l'instant de la volatilité, mais on était en forte baisse en ce début de semaine. À nouveau, pour l'instant, ça se canalise un peu. On a cette ligne de tendance haussière de long terme qui va servir de résistance, donc un point qui est situé pour la séance aux alentours de 87,10. Je ne m'attends pas à des rebonds monstrueux sur l'argent dans l'immédiat, même si la volatilité actuelle peut permettre de les envisager, mais un retour situé entre 90 et 95,50 paraissent envisageables et raisonnables compte tenu du contexte actuel du marché. Pour l'instant, évidemment, la dynamique à court terme est probablement cassée, et je vous avais donné, déjà indiqué il y a quelques temps, que je m'attendais à une plage de fluctuation de l'ordre de 30% autour de 15% au-dessus ou 15% sous le niveau de 90-95. Bien, c'est ce qui s'est produit dans des proportions, dans des mouvements hyper rapides, dans des proportions un petit peu exacerbées, mais voilà le mouvement qu'on peut envisager. Donc 30% au-dessus et 30% en dessous. Moi je pensais à 15% au-dessus et 15% en dessous. C'est plus large, mais voilà les enjeux graphiques et techniques pour l'argent. Sur le mois de janvier, malgré le plongeon, eh bien, la hausse est restée quand même de 18%. On avait quand même progressé dans des proportions gigantesques. J'ai regardé historiquement aussi pour vous donner des enjeux sur l'argent. On a eu en 75 un argent qui avait perdu quasiment
90% de sa valeur, et dans les années 2011, qui avait plongé de mémoire, je ne vais pas vous donner de bêtises, on l'a sous les yeux, de 72%. Donc attention, encore une fois, un actif que je recommande chaudement depuis longtemps comme une diversification, mais quand on connaît des mouvements comme ça, bien c'est toujours bien d'encaisser, de prendre du bénéfice. Ça a été le message a été rapide et brutal ici. Maintenant, voilà les enjeux graphiques et techniques. Alors pour clôturer cette séquence, on fera nous notre bull put spread sur le donc sur l'ETF GLD négociable en option. Je vous affiche le code ici, mais voilà, le code du produit c'est GLD, le sous-jacent sur lequel on va le faire, c'est donc l'or, et là vous avez l'11 d'or en hebdomadaire. Alors j'ai réajusté les niveaux en fonction du comportement récent. Voilà, les enjeux graphiques et techniques. Alors si on dézoome en mensuel, on a testé ce niveau pour moi clé de 4550 qu'on a réintégré. On est en baisse de 4% en ce début de semaine. C'est relativement canalisé, d'autant plus qu'on vient déjà de plus bas, que l'or est quand même en train de remonter, puisqu'il avait perdu 10% à l'ouverture, il ne perd plus que 4 et quelques pourcents. Donc on est pour moi dans ce grand range 4550, 4854. Je ne sais pas si on va avoir le momentum pour aller plus haut, 4854 à court terme. En tout cas, si on le déborde, la grosse résistance suivante, c'est 5250. Donc pour l'instant, 4550, 4854, une possible stabilisation, et c'est ce qui nous incite à ouvrir un bull put spread, encore une fois, back-testé par Paul. Alors je reviens sur le GLD cette fois-ci pour la stratégie. Un bull put spread, donc backtesté par Paul, qui permet d'obtenir, selon les prix d'exercice qu'on va choisir, un taux de probabilité, un taux de réussite qui est de plus de 90%. Mais vous vous souvenez que le bull put spread, c'est une stratégie haussière à modérément haussière qui consiste à vendre un put de prix d'exercice hors de la monnaie, donc sous les cours actuels du sous-jacent, de protéger cette stratégie par un achat de put complémentaire qui va bien sûr venir en débit de la vente de put, mais protéger la stratégie en cas d'accélération baissière forte. L'intérêt de cette stratégie, c'est qu'elle a raison très souvent, puisqu'on a 3 cas de figure favorables, et en fait, tous les cas de figure, on reste au-dessus du prix d'exercice vendu. Donc, si on vend du put le plus proche possible des cours, on a un risque plus important, mais une prime plus importante. Plus on va s'éloigner, moins la prime est importante, mais plus on a de marge. Et puis, c'est pareil pour son assurance, plus elle va être proche de la vente de put, plus on a de protection, mais plus la prime va coûter cher, et donc moins le gain va être intéressant. Plus on s'éloigne, plus la protection va être large, moins importante, mais moins l'achat de put va nous coûter cher. Alors tout le détail du bull put spread, vous le retrouvez dans nos différentes playlists sur la chaîne YouTube de l'atelier des options. Encore une fois, l'idée c'est qu'on a raison si l'or stagne, si l'or peut baisser un peu légèrement, ou si l'or monte, on a raison dans ces 3 cas de figure. Si en revanche on passe sous le prix de la vente de put, attention à la clôture, eh bien on peut être assigné, donc être obligé d'acheter l'or, mais ça peut être un moyen d'acheter l'or moins cher. Si on passe sous l'achat de put, dans ces cas-là, la protection se met en place, et les deux positions vont se neutraliser, et dans ce cas-là, j'ai perdu sur ma stratégie, et je ne suis pas en possession d'or. Donc bien, ça peut être aussi un moyen, cette stratégie, de se décider à acheter l'or un peu plus bas. Donc une stratégie qui offre plusieurs possibilités intéressantes, et bien 3 cas de figure favorables, et puis celui de pouvoir acheter un actif plus bas si l'or revient à baisser et vient terminer dans la zone de prix qu'on a fixée. Encore une fois, je serai assigné si j'attends l'échéance, et donc bien j'aurais perdu globalement sur la stratégie, mais je pourrais acheter l'or moins cher. Voilà les quelques éléments que nous voulions vous montrer pour cette semaine qui est assez dense, pas mal de choses à surveiller, à lire. Un marché incertain, prudence comme je vous le répète depuis longtemps, garder du cash, travailler des opportunités, gérer bien le money management, et puis travailler avec les options, c'est plus confortable dans ce contexte, même s'il faut faire cet effort de compréhension. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous, et on se retrouve régulièrement pour plus de contenu, plus d'informations. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, et à nous suivre sur les différents réseaux. Vous savez où nous trouver.